Chers amis, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de l'édito audio. Alors lors du premier numéro, nous vous avions parlé du gouvernement Valls. Lors de ce deuxième numéro, nous allons vous parler de l'amitié franco-russe. Je vois Gauthier tout souriant avec une énorme envie de vous faire un petit topo sur l'amitié franco-russe. Oui, exactement, merci Victor. Alors c'est vrai qu'on peut parler d'amitié franco-russe, hein. On a une vraie histoire qui s'est liée entre la France et la Russie, une histoire d'amitié. Mais il semble y avoir eu un changement récent avec l'affaire de la vente des Mistral, qui a un petit peu mis de l'eau dans le gaz, c'est le cas de le dire, hein, entre la France et la Russie. Là, je sens que t'en tiens une bonne, Gauthier. Exactement, Victor. Alors, bon, c'est vrai que l'histoire d'amitié est ancienne, hein. On pourrait citer plein d'exemples. Mais on pourrait commencer par le mariage d'Anne de Russie, princesse de Russie, avec Henri Ier de France, à Reims. D'ailleurs, c'est assez amusant de constater qu'elle est partie de Kiev, que Kiev faisait partie de la Russie traditionnelle. Ensuite, la France et la Russie ont bien sûr été alliés pendant la Première Guerre mondiale. Bon, on va pas vous faire tout un topo là-dessus, sinon ça risque d'être un petit peu embêtant. Mais c'est vrai qu'il y a eu des liens même après la guerre, avec un traité d'assistance mutuelle en 1935. Et ensuite, durant la Seconde Guerre mondiale, une première rupture après avec la guerre froide. Mais même dans la guerre froide, il faut quand même remarquer que la France a toujours joué un rôle clé dans les relations entre les États-Unis et l'URSS. Notamment avec des passages vers Gorbatchev, etc. pour la paix. Et c'est vrai que même après la période de guerre froide, la France semble toujours avoir joué un rôle de pacificateur dans la Russie avec ses ennemis. C'est le cas notamment lors du plan de paix entre Sarkozy et Medvedev en 2008 sur la guerre entre la Géorgie et la Russie. Mais bon, c'est vrai que récemment, il semble y avoir eu un souci au niveau de la vente des navires Mistral. Une vente qui avait déjà été faite, hein, déjà un navire Mistral qui avait été vendu en 2010. Mais là, c'est vrai que la France a boycotté la coopération militaire entre la Russie et la France par l'intermédiaire de son ministre de l'Intérieur, Jean-Yves Le Drian, concernant l'attitude de la Russie face à l'Ukraine. Donc ça, c'était une décision du 21 mars 2014. Alors, ce changement récent, comment se caractérise-t-il? Donc, dans l'affaire Mistral, la France avait signé un contrat pour la vente de 2 navires porteurs d'hélicoptères à la Russie, les navires Mistral. Alors, le point de vue de la France, quel est-il? C'est-à-dire que la France, comme à son habitude, se range plutôt du côté des États-Unis, qui sont opposés à ce que la France vende ses navires à la Russie. Et la France se range également du côté de l'Ukraine, qui s'inquiète, au vu des éléments récents avec la crise ukrainienne, de la vente de ces navires. Alors, quelles sont les décisions qu'a pris le gouvernement? Le Drian a donné une nouvelle suspension, alors que la vente du premier navire, le Vladivostok, était déjà organisée. Et il a aussi annoncé que François Hollande devait se prononcer sur le courant novembre, sur le contrat et sur la vente du premier navire. Alors est-ce que c'est, et on peut s'interroger dessus, un nouveau signe de soumission de la France aux États-Unis? C'est ce que commencent à dire beaucoup d'hommes politiques de tous bords. Parce que c'est vrai que Hollande maintient une position assez ambiguë, c'est-à-dire qu'il demande la suspension. Il ne répond pas oui ou non, il répond peut-être, finalement. Voilà, c'est ça. On voit pas bien son avis derrière ça. Et puis le deuxième problème, bien sûr, c'est que la France fait partie de l'OTAN, qui est opposée à cette vente à la Russie. Alors, quel est maintenant le point de vue russe sur l'affaire de ces Mistral? Récemment, Moscou a mis une pression assez intense sur Paris par l'intermédiaire de son vice-premier ministre, Rogozin, qui a publié une lettre de l'entreprise française chargée de la construction des navires, qui invite son homologue russe, donc aussi une entreprise, à une cérémonie de remise des navires prévue le 16 novembre. Et cette lettre a été publiée 20 jours après son envoi, donc par l'entreprise française,
en sachant que la remise du navire est maintenant retardée. Donc pourquoi le vice-premier ministre russe a-t-il agi ainsi? Pour montrer que la France, finalement, tous les 15 jours, change de décision concernant la vente de ces navires. Alors, quel bénéfice? Parce que c'est bien de parler de la vente de ces Mistral, mais pourquoi faut-il les vendre? Pourquoi ne faudrait-il pas les vendre? D'abord, pourquoi ne faudrait-il pas les vendre? Alors, ce serait, selon les opposants à la vente, selon une idéologie politique, finalement, qui aurait trait à l'attitude de la Russie en Ukraine. Mais si nous sommes plus pragmatiques, nous remarquerons que la France aura là l'occasion de montrer qu'elle respecte ses engagements internationaux et est capable justement de pragmatisme, qu'on lui reproche souvent dans sa culture, qu'admirent par ailleurs les Russes. Mais alors de quel pragmatisme parlons-nous? On parlera ici plutôt d'un pragmatisme économique, c'est-à-dire que le coût des 2 Mistral reviendrait à un bénéfice d'1,2 milliard d'euros pour la France. Or, force est de constater qu'en ce moment, la France en aurait bien besoin. Mais c'est vrai qu'au nom d'un idéal politique, on devrait y renoncer, alors que notre économie souffre en ce moment. Donc, c'est vrai que finalement, ne serait-ce pas mieux d'appeler à une conciliation et à un rassemblement autour de l'économie, même s'il y aurait des soucis avec la politique de la Russie en Ukraine, etc. N'est-ce pas mieux de privilégier l'économie? Voilà, c'est un petit peu la question que je pose ce soir à nos auditeurs qui pourront aussi répondre de leur point de vue. Tout à fait, Gauthier. Alors, effectivement, tu l'as dit, il y a un chiffre d'affaires à propos de ces 2 Mistral qui vacille, selon les études, grosso modo, entre 1,2 et 1,5 milliard Oui, parce qu'il d'euros. faut préciser que ce sont des chiffres d'instituts, sachant que les chiffres officiels n'ont pas été publiés. C'est une sorte de secret entre les États, et on comprend bien d'ailleurs, parce que peut-être que la France ne veut pas dire à combien, si c'était plus 1,5 milliard, elle ne veut pas dire à combien s'évaluerait la vente. Tout à fait. Voilà, les gens Alors, se juste peut-être, moi, j'aimerais quand même qu'on pense à un moment donné aussi à cette idée que tu l'as fait remarquer de soumission de la France aux États-Unis, qui ne sont pas d'ailleurs qu'aux États-Unis, mais aussi à la Grande-Bretagne. Ce sont tous les pays anglophones, surtout, qui sont opposés du Commonwealth, qui sont opposés à la Russie, et depuis d'ailleurs toujours, c'est pas nouveau, vu que tu parlais d'histoire de la Russie. Alors justement, il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que le contrat de ces Mistral ont été signés en 2011, donc sous l'ère Sarkozy, sous la présidence Sarkozy. Juste après la vente d'un premier Mistral en 2011. Juste après la vente d'un premier Mistral. Alors tout d'abord, c'est à Saint-Nazaire la signature de ces 2 Mistral, la création de plus de 1000 emplois. Alors 1000 emplois, par les temps qui courent, c'est rare. Alors on peut pas... Voilà. Et puis il faut savoir qu'en 2011, lorsque Nicolas Sarkozy et le ministre de la Défense à l'époque, je ne sais plus qui c'était, Hervé Morin, mais j'en suis pas certain, c'était d'ailleurs peut-être déjà plus lui, quand il décide de signer cet accord, passe un contrat avec la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, sous aucun prétexte, parce que c'est quoi le prétexte en réalité? C'est les États-Unis, la Grande-Bretagne sur une attitude de la Russie, dont d'ailleurs en France on ne connaît pas réellement ce qui se passe, on décide de tout annuler. Déjà, est-ce que c'est donner le bon exemple qu'un État rompt un contrat sans raison apparente et finalement ne respecte pas sa parole? Premièrement, c'est une question, le respect de la parole de la France. Ensuite, il y a une deuxième question qui peut évidemment se poser. Est-ce que François Hollande, quand il prendra sa décision, si celle-ci, je dis bien, si celle-ci s'avère négative, est-ce qu'à un moment donné, il va nous parler des 1000 emplois? Qu'est-ce qu'on va faire de ces 1000 emplois? Qu'est-ce qu'on va faire de l'économie à Saint-Nazaire? Parce que c'est quand même à Saint-Nazaire que tout se passe. Enfin, comment compte-t-il, alors qu'il a annoncé aujourd'hui vouloir éventuellement réfléchir à la suppression des APL pour les étudiants, c'est une décision qui est tombée le samedi 1er novembre, que va faire François Hollande pour justifier les 1,5 milliard d'euros de pertes? Enfin, est-ce que les États-Unis ou la Grande-Bretagne ou les pays du Commonwealth y commandent eux des Mistral à la France? Parce que si
Si éventuellement ces pays-là ont commandé, on pourrait se dire, il en va de notre intérêt économique. Mais est-ce qu'ils en commandent? Je ne crois pas. Donc, quel est l'intérêt de la France à refuser cela? Et surtout, quel est l'intérêt du président de la République française, François Hollande, de se mettre sur le devant de la scène sur cette histoire et de dire je ne sais pas ce que je vais faire, je verrai. Réellement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça, Gauthier? Bah, c'est vrai qu'on a l'impression d'une attitude finalement passive hein, du gouvernement. Bon, moi je suis pas trop déçu parce que finalement on commence à avoir un peu l'habitude. Alors, est-ce que quant au respect de la parole de la France à l'international, c'est vrai que la France va encore passer un petit peu pour une guignole à l'international. Si on ne respecte pas la parole, on ne respecte pas un contrat. Bon, c'est vrai que les contrats sont faits pour être respectés. Hein, sinon, on n'en signe pas. C'est simple. Alors même si en France, on a eu un changement de président entre les deux, ça ne joue pas parce qu'à l'international, la France est représentée. Est-ce que juste parce que c'est Nicolas Sarkozy, on pourrait se poser la question au niveau interne, hein, je ne parle pas au niveau externe, est-ce que c'est parce que c'est Nicolas Sarkozy que François Hollande décide de ne pas le faire? Moi, c'est ma question. Non, je pense pas. Je pense que Hollande a décidé d'ailleurs de le faire à la base, puisqu'il a continué la construction, etc. Non, je pense que Hollande a décidé de le faire. Et puis de toute façon, bon, la question de droit d'interne, on s'en fiche un petit peu parce que ce qui compte là, c'est l'attitude de la France à l'international. C'est une attitude qui ne peut pas changer. C'est aussi les 1000 emplois quand même. Hein. C'est les 1000 emplois, c'est 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Tu m'as posé la question, je vais en parler, mais d'abord sur ta première question était sur le respect de la parole de la France. Donc c'est vrai que de toute façon, qu'il y ait un changement de régime, etc., il faut garder une attitude à l'international qui soit propre. C'est comme une famille. La France est une famille et à l'international, elle doit être représentée comme telle. C'est-à-dire qu'on ne contredit pas quelqu'un de sa famille devant quelqu'un d'autre. La France ne doit pas contredire un Français devant quelqu'un d'autre, qui que ce soit un président de la République sur un autre président de la République. Alors à la limite, si ces motifs de rupture du contrat porté sur des motifs légitimes, oui, on pourrait l'accorder à la France, mais dans ce cas, il faudrait des preuves. Il faudrait des preuves effectives de violation des droits de l'homme, etc. Or, même les envoyés de l'ONU n'ont pas trouvé de preuves tangibles qui disaient que la Russie avait violé les droits de l'homme. Donc, dans tous les cas, je pense que cette parole, devrait être respectée au nom de l'économie. Peu importe ce qui se passe dans l'idéologie politique des Occidentaux, puisque, et là je fais le lien avec ce qui était, je crois, ta troisième question, je parlerai des emplois après, puisque justement, il faut voir notre économie qui est menacée, etc., par la crise, tout le monde le sait. Pas que par la crise. Pas que par la crise d'ailleurs. Quand on voit des décisions comme ça qui ont créé des emplois, et qu'on veut les supprimer, c'est pas la faute de la crise. Ah oui, non, exactement. Mais c'est vrai que, bon, à l'international, si les Britanniques et les Américains nous vendaient nous achetaient, des Mistral, oui, ça serait peut-être intéressant d'examiner la possibilité. C'est-à-dire que, par exemple, s'ils nous en achetaient 3 alors que la Russie ne nous achète que 2 et que les États-Unis ou la Grande-Bretagne nous bouderaient si nous vendions les 2 navires à la Russie, dans ce cas, il ne faudrait pas vendre les 2 à la Russie, il faudrait vendre les 3 aux États-Unis. Sur le motif de l'intérêt économique de la nation, l'intérêt général. Là, on voit bien qu'on parle d'économie, puisque là, on raisonne en pur terme économique, en termes de milliards d'euros, c'est-à-dire que normalement, du coup, ça sera à peu près 2,2 milliards s'ils en achetaient 3. Donc voilà, là on raisonne en pur terme économique, et je pense que c'est ce qu'il faut faire dans une période comme ça où finalement au niveau de la politique internationale, on ne sait pas trop ce que fait la Russie, on ne sait pas trop ce que font les États-Unis. Dans ce cas, il faut raisonner sur la seule base tangible que nous avons, l'économie. Alors, justement, en parlant d'économie, on peut parler de la crise interne avec une bonne nouvelle dans cette crise, pour une fois, la création de 1000 emplois à Saint-Nazaire. Alors bien sûr que ces 1000 emplois, il faut en profiter, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, la vente des Mistral à la Russie permettrait au gouvernement de jouer dessus. Ça leur permettrait d'annoncer une bonne nouvelle pour une fois. De dire oui, on a créé 1000 emplois qu'on ne va pas supprimer. Non, ils ne peuvent pas dire on a créé 1000 emplois, ça n'a pas été créé par eux. Et la France a créé 1000 emplois que nous n'allons pas supprimer. Tout à fait. Voilà, ça c'est quelque chose qui ferait plaisir à entendre. Ça ferait peut-être même un peu remonter Hollande dans les sondages, ce qui serait pas mal. Bon, c'est que 1000 emplois bien sûr. Mais quand on en perd 1000 d'un coup, c'est énorme. Oui. Alors quand on en gagne 1000 d'un coup, il faut prendre conscience que c'est énorme aussi. Oui, exactement. Et après, bien sûr, moi je voudrais bien voir
les arguments que va utiliser le gouvernement. Je m'attends à quelque chose d'assez comique quand la ministre de l'Éducation nationale ou la ministre de l'Enseignement supérieur, je sais plus si c'est la même ou pas, si elle a les deux ministères, oui. Ouais. Voilà, donc Najat Vallaud-Belkacem, quand elle devra aller expliquer aux étudiants qui aujourd'hui ont du mal parfois à se nourrir ou qui doivent travailler le soir, quand elle ira expliquer à ces étudiants-là, oui, on vous supprime l'aide au logement. Pourquoi? D'ailleurs, je tiens à préciser, parce que j'ai fait une erreur. Perdu 1,2 à 1,5 milliard d'euros. J'ai fait une erreur quand même, Gauthier. Je précise, j'ai vérifié, ce n'est pas que les appels pour les étudiants, ce sont les appels pour tout le monde. Oui, bien sûr, donc, c'est-à-dire, on rappelle très rapidement, les appels, c'est l'accès au premier logement pour les revenus moyens. Donc, évidemment, touchant les étudiants et les petits retraités majoritairement, et ceux qui rentrent dans l'emploi. Mais une aide qui a d'ailleurs déjà baissé entre l'an dernier et cette année. Bien entendu, mais bon, ce n'est pas le sujet. Mais le sujet, justement, c'est l'économie. Et quand on va supprimer 1,5 milliard d'euros, c'est vrai que sur un budget de l'État, ce n'est rien. On peut pas dire vraiment qu'on les supprime. Bon, c'est vrai que dans les faits, c'est ça, on les supprime. Si la décision du président Hollande, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans les budgets, c'est que c'est prévu, c'est 1,5 milliard d'euros. Ah oui, bien sûr. C'est qu'ils sont prévus, les budgets sont préparés entre 1 et 2 ans à l'avance, donc ils sont prévus ces budgets. Au ministère des Finances, on le prévoit. Donc si on enlève ces 1,5 milliard d'euros, c'est encore c'est dans la case recette, les 1,5 milliard d'euros, mais il va falloir encore trouver de quoi compenser cette perte. Je dis bien, pour l'instant, François Hollande n'a pas pris sa décision, je dis bien si celle-ci s'avère négative. Et donc, il est vrai que, dans un premier temps, dire j'hésite, puis s'il venait annuler, il faudra quand même qu'il nous explique pourquoi il annule tant d'argent, pourquoi il annule tant d'emplois, parce que c'est annuler des emplois, c'est annuler de l'argent, ça se dit pas réellement comme ça, mais en l'espèce c'est le cas, hein, et donc on va se retrouver quand même encore avec une incompréhension. Et comme je dis, j'espère que s'il annule, il ira expliquer de lui-même, par lui-même ou par son représentant Jean-Yves Le Drian, à 6000 salariés, voilà, c'est fini, vous êtes dehors parce qu'on nous l'a demandé, parce que, voilà, et il faut en être conscient quand même. Et sans souvent d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la décision sur ce problème interne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ces 1000 emplois qui vont être supprimés, et il n'y a pas que ce 1,5 milliard d'euros qu'on va perdre. Il y a aussi la crédibilité de la France. La crédibilité de sur la scène internationale. Et en plus de ça, ça va être un enchaînement négatif dans nos relations avec la Russie. La Russie qui est quand même un de nos principaux clients dans plusieurs matières. Bon, parce que là, pour l'instant, on a boycotté la coopération militaire avec la Russie, mais on pourrait très bien boycotter la coopération avec les entreprises russes. Notamment en matière d'automobile ou d'aviation, où nous sommes assez proches des Russes. Donc c'est vrai que ça va être une réaction en chaîne que l'on peut craindre. Et seul l'avenir nous le dira. Seul l'avenir nous le dira, et on ne peut qu'espérer que François Hollande prendra la bonne décision. Guten Tag. Guten Tag, wie geht's? Guten Tag, Gauthier. Ja, hi. Sì, la relazione della Francia e della Russia è una storia di amicas e delle guerre. Sí, totalmente, amigo Gauthier. La relación de la Francia con la Rusia está muy complicado, muy caliente, muy no simpática, muy bien entendu. ¿Por qué? Porque la relación Francia-Rusia es un problema que toucha au domaine de la merda. Pas de la merda, de la mer. La mer es une mer. Et aqua, tout à fait, aqua. Yes. Vladimir Poutine. Vladimir, comrade, relation Russia, Putin. We are going to drink tea in the French and the Russian and yes. Sì, guten Tag, Heil. Nin chao, aha.
Oh, 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 oh.